Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs. Bonjour, merci de regarder la nouvelle édition de la revue d'actualité politique hebdomadaire Décrypter l'Afrique, coproduite avec le média et Vox Africa, qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, donc à 18h heure d'été à Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Franck Totti, journaliste, Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Afrique. Caroline Roussy est une très bonne connaisseuse du Sénégal et a été à l'origine d'un observatoire des élections et monitore ce qu'on appelle le sentiment anti-français dans un contact permanent avec des figures intellectuelles et politiques du continent. Jean-François Akanji Kombe, professeur à l'Université de Paris 1, Sorbonne et citoyen centrafricain engagé, Félix Atchadé, médecin de profession, essayiste et militant communiste. Bonjour Franck, bonjour Caroline, bonjour Félix et bonjour Jean-François. Il est décidément très actif en Afrique et en particulier dans l'ancien précaré de la France sur le continent. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a bouclé mercredi dernier une tournée africaine qu'il a conduit en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville et au Tchad. Et bien entendu, les déclarations polémiques n'ont pas manqué. Lavrov ne s'est pas privé de jeter une pierre dans le jardin de la France. Je peux vous assurer que notre amitié avec la République du Tchad ne va pas influencer ses relations avec la France. La France a une autre approche. Selon Paris, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Durant sa tournée, Lavrov a promis plus d'instructeurs militaires au Burkina Faso, plus de fournitures d'armes au bénéfice du Tchad, pourtant allié de Paris. Moscou avance également ses pions dans le domaine énergétique. Rosatom, le géant nucléaire russe, signera un accord avec le gouvernement du Burkina Faso lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en vue de l'installation d'une petite centrale au pays des hommes intègres et aussi d'une centrale solaire via sa filiale Nova Wind. Certains bruits laissent même entendre que Rosatom serait intéressé par la reprise des actifs d'Orano au ex-Areva au Niger. Alors, Caroline, manifestement, l'État russe prend les devants et en fait une priorité en Afrique et en fait une priorité stratégique. On est loin de la mise en avant de Wagner et du tout sécuritaire auquel on a assisté à un moment donné. Alors oui, vous avez tout à fait raison de le souligner, hein. On observe d'ailleurs depuis la fin de Wagner et le décès d'Evgueni Prigojine qu'il y a une véritable reprise en main de la politique et de la diplomatie du Kremlin en Afrique. Il est intéressant, comme vous le savez, Wagner n'est plus, il se scinde maintenant en deux branches, hein. La première, Africa Corps, qui est plutôt du côté des paramilitaires, et African Initiative qui s'occupe plutôt du soft power. Alors il y a un élément qui est un peu passé sous les radars d'un certain nombre de journalistes et d'observateurs. En février de cette année, il y a eu l'organisation d'un tournoi de sambo au Burkina Faso. Alors je ne sais pas quel impact cela a eu, mais cela montre bien cette politique développée par le Kremlin. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, le sambo est un art martial soviétique extrêmement violent avec une mise en scène pour le coup, parce qu'il y a eu des affiches qui sont parues dans les rues de Ouagadougou, une mise en avant de Vladimir Poutine, le regard combatif et soulignant l'impérieuse nécessité de collaborer avec la Russie et notamment en l'espèce incarnée par Vladimir Poutine. Il y a là quelque chose que l'on observe qui est de plus en plus tendanciel et ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est qu'il y a quelques années encore, certains analystes avançaient qu'il n'y avait pas de stratégie de la Russie sur le continent africain, sinon à gêner la France. Là, à partir des différentes informations développées et pour corroborer ce que vous avez avancé, on observe que la Russie a une stratégie qui semble extrêmement cohérente, hein. Il y a des liens qui ont été pris en février 2023 avec la Mauritanie. Il y a des liens également au Soudan. On voit bien qu'il y a des axes de circulation qui commencent à se dégager sur le continent africain, permettant aussi de faire la jonction avec les espaces maritimes.
Et en plus, on voit une sorte de Russie, Moscou se pose en acteur global, y compris en acteur de modernisation du continent, avec des projets énergétiques, nucléaires, industriels. Ce n'est pas encore la Chine, mais ce n'est pas tout à fait juste un troll des relations internationales en Afrique. Caroline. Alors, non, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder quand même aussi au cas par cas. Pour l'instant, il n'y a pas d'investissement structurant comme la Chine peut le faire dans certains pays, hein, ce qu'on appelle communément la route de la soie. La Russie, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, il n'y a pas de projet structurant. Donc là, il y a ce projet avec le Burkina Faso. Vous savez que donc Africa Corps, ce n'est pas comment dire, un engagement bénévole, hein, benevolence. Ils sont bel et bien rémunérés. Et comme on a pu le voir, il y a eu récemment un changement du code minier au Mali et l'État est passé sociétaire de 20 à 30% des compagnies minières qui sont plutôt anglo-saxonnes, hein, canadiennes et australiennes. Et l'augmentation de ces recettes fiscales permet de financer Africa Corps. Donc, d'une certaine manière, il faut regarder au cas par cas et en fonction de leurs propres intérêts stratégiques, là où ils investissent, en tout cas au Burkina Faso, la logique est claire. Ils ne s'arrêtent pas seulement à une logique militaire. Donc on voit qu'il y a quand même une stratégie qui se dégage dans ce pays. Mais le nucléaire, en plus, c'est pas une petite affaire, Jean-François. Peut-être que Moscou voit l'Afrique comme un lieu où elle sort de l'isolement diplomatique dans lequel l'Occident voudrait la cantonner en raison de la guerre en Ukraine, et aussi comme une terre d'opportunités économiques, parce que finalement, dans l'imaginaire local, le Niger, le Sahel a été un lieu dont on extrait l'uranium, mais jamais un lieu qui finalement recevait une sorte de dividende en termes de modernité, en termes énergétiques notamment. Les pays du Sahel étaient souvent obligés d'avoir des centrales thermiques à pétrole, ou alors de profiter des interconnexions avec les pays du Sahel, les pays du Golfe de Guinée qui avaient de l'hydroélectricité, etc. Là, le fameux sommet de Saint-Pétersbourg, le fantasme du nucléaire, la Russie veut se poser en modernisatrice. Alors, moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt, il faut regarder avec beaucoup d'intérêt ces annonces-là. Ce sont des annonces intéressantes. Sur le nucléaire, c'est l'annonce d'une coopération différente qui parie sur l'avenir, sur la modernisation, comme vous venez de le dire, mais aussi qui comporte un projet de puissance africaine, puisque le nucléaire, pour l'instant, dans les termes où c'est annoncé, on peut imaginer qu'il s'agisse de nucléaire civil, mais qui peut aller jusqu'au nucléaire militaire. Mais venant d'un pays où cette stratégie avait démarré, avec des annonces également économiques en République centrafricaine, restons prudents tout de même. Il s'agit d'annonces, et cela fait plusieurs années qu'il y a des sommets économiques Russie-Afrique, alors que nous ne voyons pas, nous n'avons pas vu d'investissement structurant jusqu'à maintenant. Et vous avez évoqué un point qui me paraît important. La Russie est en guerre. La Russie est sous sanction. La Russie, un pays comme la Russie qui est en guerre, a une économie de guerre. Et donc, également un effort de guerre nationale. Et cet effort, la Russie, manifestement, fait contribuer déjà un certain nombre de pays africains, tels que la République centrafricaine ou le Mali, par exemple, fait contribuer à son effort de guerre à travers notamment l'exploitation de l'or. Donc, ces stratégies-là, ces stratégies économiques-là, d'expansion de l'État. Et de création de liens également, parce que le nucléaire, les Africains n'ont pas la technologie nécessaire. Évidemment. Que si vous installez des centrales nucléaires, vous allez protéger les centrales nucléaires, vous allez vous occuper des centrales nucléaires. Bien sûr. Vous avez la technologie, donc vous vouliez pour des décennies. Vous vouliez et vous vous installez, vous vous enracinez. Mais je le répète encore, ce sont des annonces.
Et les annonces en matière économique sont nombreuses depuis 4-5 ans de la part de la Russie. On attend de voir les premiers investissements et on commentera les premiers investissements. S'il s'agit simplement de déploiement de discours, on en reste. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est les deux faits majeurs de la diplomatie russe en Afrique. Ce sont les armes, le militaire, le sécuritaire, et en dehors du sécuritaire, c'est la livraison de blé russe aux États africains. Et ceci n'est pas fait pour convaincre, parce que les pays dans lesquels le blé a été livré, on n'a pas le temps ici de le détailler, mais quand on retrace le cheminement de ce blé en Afrique, on se demande l'économie, la coopération économique, mais pour qui? Pour la population ou pour l'enrichissement des gouvernants? Ce sont des problématiques, en tout cas, annonce intéressante, restons prudents, observons. Oui, Caroline Roussy, je vous ai vu lever le petit doigt. Oui, tout à fait, pour corroborer ce qui vient d'être dit. On se souvient du sommet de Sochi en 2019, sommet au cours duquel une certaine Nathalie Yamb, d'ailleurs, avait pris la parole et aujourd'hui appelée la dame de Sochi. Il y avait eu beaucoup d'effets d'annonce et des annonces qui, pour l'instant, à ce stade, n'ont pas été concrétisées. Alors, Franck, Sergueï Lavrov s'est amusé à brocarder la France et les Occidentaux qui voudraient des alliances exclusives avec les pays africains, contrairement à la Russie qui les laisserait libres. Forcément, un tel discours surfe sur la vague néo-panafricaniste, là où des observateurs mettent en garde contre la férule d'un nouveau maître. Oui, tout à fait, Théophile. On se souvient encore de ses propos lors de sa conférence de presse avec le ministre tchadien des Affaires étrangères, où Sergueï Lavrov déclarait à propos notamment de la France, il disait, nous, parlant de la Russie, nous ne demandons jamais à personne de choisir ses amis, contrairement à la France, selon lui, soit tu es avec la France ou soit tu es contre la France. Lui, c'est dans ses propos. Et en fait, c'est un positionnement. Aujourd'hui, on constate que depuis quelques années, déjà, c'est sa 6e tournée africaine en moins de 2 ans. Ça montre déjà que ce n'est plus la Russie qui laissait le précaré français ou le précaré occidental aux Américains, aux Français. Aujourd'hui, la Russie veut s'affirmer. Et au-delà de ça, on voit déjà qu'elle remet en cause la démocratie à l'occidental. Elle a réaffirmé au Congo devant Sassou Nguesso et aussi un tout petit peu en Guinée. Qui devait boire du petit lait. Oui, au Burkina. Ce n'est pas un démocrate. Voilà. Et donc, quand il tient ce genre de propos devant des régimes issus de coups d'État ou des régimes autocratiques qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, c'est des paroles qui touchent l'ego de ces dirigeants et ça fait tache d'huile. Et de plus en plus, la Russie montre, je ne vais pas dire en grade, mais montre dans le cœur, y compris de certains dirigeants africains, mais aussi également des populations africaines. Et ces tournées récurrentes de la Russie démontrent que la Russie ne veut plus laisser l'Afrique entre les mains des Occidentaux. Alors, Félix, Moscou se pose en alternative de la France-Afrique, mais ne porte pas, Franck l'a dit, mais alors pas du tout de logiciel démocratique. Quelle analyse citoyenne peut-on faire du mouvement tectonique auquel nous assistons dans les relations internationales et liées à l'Afrique? Félix. Je pense que chacun des acteurs, même si on est au plan diplomatique, réfléchit aussi en termes de politique intérieure. En l'occurrence, pour la Russie, pour le gouvernement russe, c'est de montrer à sa population qu'ils ne sont pas totalement isolés et qu'ils arrivent à construire de nouveaux partenariats dans plusieurs pays, notamment en Afrique, des zones où pendant longtemps ils ont été obligés de diminuer la voilure. C'est la preuve quelque part qu'il y a un changement et que la guerre ou qu'il y a un progrès de ce point de vue. Ça, c'est à destination intérieure. Ensuite, il y a une portée stratégique. On sait très bien que dans les prochaines décennies, d'ici la fin du siècle,
l'Afrique comptera pour beaucoup dans la démographie mondiale et qu'on espère que les classes moyennes augmenteront. C'est un potentiel de croissance pour un certain nombre d'économies. Et donc, pour les Russes, il y a aussi ce pari sur l'avenir. Pour les pays de la zone, par exemple, les pays du Sahel, et même pour le Tchad, c'est une manière aussi de faire des clins d'œil à leur jeunesse, au mouvement panafricaniste, comme tu le disais tantôt, qui perçoivent la Russie et Poutine comme étant aujourd'hui celui qui tient tête à l'Occident. Et partant de cela, ils se payent une certaine virginité comme étant aussi des tenants du panafricanisme, mais au-delà de la résistance à l'oppression supposée ou réelle de l'Occident. Donc, quand on prend aussi le régime tchadien lui-même, avec Mahamat Déby, il essaie de la sorte de se dépêtrer un peu de la tutelle française en essayant de jouer sur l'équilibre, en créant une sorte de nouvel équilibre. Donc moi, je vois ça de cette manière. Je pense qu'il y a des considérations de politique intérieure, des considérations stratégiques et aussi des paris sur l'avenir. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, aucune puissance au monde n'a les moyens de faire de l'Afrique ou des pays africains sa chasse gardée. Ça a pu être le cas dans le passé, mais maintenant, ce n'est plus possible. Même les Américains ne peuvent pas le faire. Mais alors, ce qui peut frapper, vu d'Afrique, c'est que d'un point de vue de la construction de l'État, du renforcement de la puissance de l'État, les Russes, donc, ces dernières années, dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, ils ont apporté beaucoup d'armes, là où il y avait une logique des embargos quand même qui régnait. Quasiment dès qu'un pays était en guerre, on lui foutait un embargo, et ce qui l'empêchait de se développer, et on lui envoyait une mission des Nations Unies qui était complètement inefficace. Là, en fait, on regarde des arsenaux militaires qui ont l'air impressionnants dans ce nombre de pays qui finalement sont en relation militaire avec la Russie, au point qu'une démocratie comme le Sénégal est intéressée aussi par le matériel militaire russe. Mais par ailleurs, sur la question lever le tabou du nucléaire en Afrique, hors Afrique du Sud, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où finalement l'Occident va manger son pain noir pour ne pas avoir voulu finalement partager, transférer les technologies, partager les bienfaits de la modernité avec une Afrique qui était vue comme un réservoir de matières premières et rien d'autre? Félix? Oui, je pense qu'on peut le voir de cette manière. Mais comme le disait Jean-François tout à l'heure aussi, soyons un peu prudents sur les annonces, sachant que, par exemple, la filière nucléaire, c'est une filière qui demande des investissements à long terme, de la formation à long terme. Si vous peut-être pas échappé, il y a 2 ou 3 ans, il y a une polémique qui avait opposé le président de l'EDF et le gouvernement français à propos puisque le gouvernement français disait qu'ils voulaient maintenant relancer la filière nucléaire, et le président de l'EDF leur dit « Ok, vous avez dit ça, mais pendant longtemps, vous avez dit qu'il fallait sortir du nucléaire. Or, pour former, par exemple, un simple soudeur dans cette industrie, il faut des années. Il faut des années pour cela. Donc, il y a des annonces qui sont faites, il y a des promesses de transfert de technologie. Nous allons juger sur pièce. Mais il est bien vrai que si on veut procéder à une électrification beaucoup plus poussée en Afrique, il faudrait à un moment donné envisager la question du nucléaire, sachant que pour des raisons de changement climatique, on veut sortir des énergies fossiles, et sachant aussi que les technologies en matière de renouvelables ne sont pas encore arrivées à un niveau de performance qui permet de se passer et des énergies fossiles et du nucléaire. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, tout cela concourt à ce que la situation change et que les transferts de technologie puissent être avancés.
Alors Caroline Roussy, il y a quelque chose, on a l'impression que la Russie, en fait, elle marche sur l'eau en Afrique. C'est-à-dire, dans sa dernière tournée, Sergueï Lavrov est allé voir notamment Denis Sassou Nguesso, qui est une incarnation de la France-Afrique. Si Emmanuel Macron était allé baiser la babouche de Sassou, les militants africains crieraient à la perpétuation du soutien aux dictatures, mais quand c'est Sergueï Lavrov qui le fait, en fait, finalement, il est à peine critiqué vu du continent. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas attendre de la Russie, de Sergueï Lavrov, de nécessairement soutenir la démocratie. On sait très bien que voilà, les règles du jeu sont autres, donc les attentes sont autres. Nécessairement, moi, ce que je voudrais quand même ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder le continent africain par rapport à des acteurs exogènes. On commente beaucoup la progression de la Russie, en effet, les tournées de Sergueï Lavrov, mais on pourrait tout autant commenter les différentes tournées de hautes personnalités états-uniennes qui n'ont cessé au cours des 2 dernières années. Moi, je souhaiterais décentrer un petit peu le regard et en disant que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a finalement une demande des autorités, des populations et où on a encore du mal à le mesurer, mais il y a un véritable changement paradigmatique, à savoir que les États africains aujourd'hui ont différents partenaires et qu'ils peuvent, à défaut peut-être d'avoir établi une stratégie sur les moyens et long terme, en tout cas, jouer de plusieurs partenariats et être de plein pied dans la géopolitique et dans les relations internationales. Et c'est ça qui est véritablement intéressant à l'heure actuelle, même si certains, comme les pays de l'AES, ont tout à fait fait le choix de travailler avec la Russie de Vladimir Poutine. Après, concernant tout ce qui est nucléaire, électrification, etc., je tiens à souligner, alors après, je ne sais pas exactement où en est le projet, mais il y avait quand même un projet de panneaux photovoltaïques de plusieurs centaines de millions d'euros financés par l'Union européenne et la France au Niger. Donc, est-ce que ce projet est complètement à l'arrêt? Ou est-ce qu'il y a une renégociation, la Russie étant un acteur parmi d'autres? Voilà. Franck? Oui, Théo, alors pour répondre à ton interrogation, il faut le dire, la Russie n'a jamais été chantre de la démocratie et des droits de l'homme. Et du coup, on ne le lui reproche pas, même si on a des aspirations démocratiques. Et du coup, rien ne lui est reproché à ce niveau-là, parce que pour la Russie, ils vendent les armes, la coopération militaire, l'ordre et surtout la souveraineté. Ils sont chantres de l'ordre et de la souveraineté, à contrario des pays occidentaux qui brandissent le foulard de la démocratie et des droits de l'homme et qui, dans le même temps, soutiennent des régimes autocratiques d'une part ou des régimes issus de coups d'État. Donc, c'est cet état de fait-là entre l'approche de la Russie et l'approche des Occidentaux qui diffèrent en Afrique. En fait, il y a un défenseur des dictatures qui n'est pas hypocrite et un défenseur des dictatures qui est hypocrite. Tout à fait. Et avec, je le crains, les Africains, le point de vue des Africains, les vœux des Africains quant à leur gouvernance eux-mêmes, c'est-à-dire des populations, qui est sacrifiée. Parce que toutes les études montrent que l'Afrique veut la démocratie. Voilà. Les Africains veulent la démocratie. Les Africains ne veulent pas moins de liberté que les autres peuples, pas moins de dignité que d'autres peuples, pas moins que d'autres peuples, ils ne demandent à être gouvernés de façon transparente. Ce sont des valeurs qui sont aussi africaines. Et d'ailleurs, quand on regarde la rue africaine, les jeunes aujourd'hui, les jeunes sont plus exigeants à l'égard de la gouvernance africaine. Or, ce débat, ces discussions, en tout cas ces manœuvres géopolitiques, ont aussi comme conséquence de passer par pertes et profits les vœux des Africains sur leur propre destin. Et donc nous assistons à des jeux où l'Afrique est l'enjeu.
l'Afrique est l'enjeu et non pas tellement l'acteur de cela. Il y a des Africains qui sont acteurs de cela, il y a des dirigeants qui sont acteurs de cela, mais on ne sent pas de mobilisation des populations. Si, on le sent parfois. Elle se mobilise pour mettre la France dehors. Elles se mobilisent pour mettre la France dehors, mais elles ne sont pas mobilisées au profit de la construction d'une Afrique qui leur ressemble et qu'ils dirigent, en tout cas pas partout. En tout cas, la discussion que nous avons ici apporte une fois de plus la preuve que moi, je reste extrêmement réservé par rapport à ce prisme géopolitique que je comprends, que je trouve intéressant d'un point de vue scientifique, y compris d'un point de vue politique. Mais je considère qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de pouvoir se développer lui-même, de pouvoir se construire lui-même, de pouvoir se forger un avenir lui-même et d'être accompagné par tous les acteurs internationaux qui le souhaitent là-dedans. Dans les projets, par exemple, que vous avez évoqués d'électrification, je ne sais pas si le projet de centrale nucléaire ou de développement de la filière nucléaire vient de gouvernements africains, a été construit. Nous savons qu'en Afrique, nous avons l'énergie renouvelable à profusion. Est-ce que, et c'est une énergie, l'énergie nucléaire, vous l'avez très bien dit, c'est des projets à long terme, à moyen et à long terme. Et à haute technicité. Aujourd'hui, si l'Afrique veut elle-même commencer dès à présent à satisfaire les besoins des populations du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la République centrafricaine ou que sais-je encore, en matière d'électricité, il y a d'autres voies qui sont que la Russie, dans lesquelles la Russie pourrait aider. Rosatom, justement, a une filiale solaire, et cette filiale est déjà en œuvre au Burkina Faso.